Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue en direct dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat, de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Renaud Muselier. Bonjour, vous êtes député européen, président délégué de la région PACA. Merci d'être avec nous ce matin. Pour vous interroger à mes côtés, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Renaud Muselier, les syndicats font plier Matignon. La manifestation aura bien lieu contre la loi travail. Après avoir tenté de l'interdire, le gouvernement a-t-il eu raison de l'autoriser? Est-ce qu'il y a un volte-face de l'exécutif? Je pense qu'il a eu raison de l'autoriser parce qu'il avait eu tort de l'interdire. Bonne formule. Un gouvernement de gauche qui prend une décision pareille au moment où il y a incontestablement une baisse de la mobilisation. Il a remobilisé la totalité des syndicats et des forces militantes de ce pays contre lui, ce qui est quand même un exploit assez extraordinaire. Il faut reconnaître que le gouvernement multiplie un certain nombre d'erreurs et de bévues, et dans cette opération, sur le plan des responsabilités politiques, oui, il me paraît évident qu'une nouvelle fois, monsieur le Premier ministre Valls est déjugé, décrédibilisé, peu audible, inaccepté. Il a perdu la face, Manuel Valls. Il a perdu le combat au Parlement. Il a perdu le combat auprès du président. Il a perdu aujourd'hui le combat. Donc pour vous, il est désavoué là ? Il est désavoué, et à mon avis, compte tenu du fait qu'en plus maintenant il y a des primaires qui arrivent à l'intérieur de la gauche, donc, que le président de la République lui-même, et j'arrive à la conclusion, que le président de la République n'est pas président de la République, mais est resté président de la Corrèze et premier secrétaire du Parti Socialiste, monsieur Valls se doit, par rapport au pays, par rapport à sa fonction, par rapport à son ambition, de démissionner. Vous demandez la démission du Premier ministre ce matin, clairement. Je demande la démission du Premier ministre ce matin, clairement, qui est une nouvelle fois déjugé, qui a montré une nouvelle fois l'incapacité de gouverner. C'est pas un peu démago ? C'est un constat d'une inefficacité parlementaire, d'une inefficacité dans le cadre de la proposition de ces lois. Ça me rappelle une période où, vous savez, il est bien et droit dans ses bottes. Oui, bien et droit dans ses bottes, il fait passer une loi, enfin il essaye de faire passer une loi, plus personne ne comprend rien, si ce n'est que tout le monde est contre, et qu'aujourd'hui il empêche les gens de manifester contre, mais finalement ils finissent par manifester pour. Donc, pour vous, c'est clairement la CGT qui a gagné contre Manuel Valls aujourd'hui ? Non, je pense que c'est M. Cazeneuve qui a gagné, parce qu'il a été plus malin, contre quelqu'un qui est brutal, intransigeant et inadapté, avec un chef qui est globalement en campagne présidentielle en tant que patron du Parti Socialiste. Donc ce matin, c'est haro contre le Premier ministre ? Non, c'est pas haro contre le Premier ministre, il ne sert plus à rien, plus personne ne croit en lui, chaque fois qu'il dit quelque chose, il se passe l'inverse. Donc au revoir monsieur et merci. Est-ce que... même pas merci d'ailleurs. Même pas merci. Ça c'est ce que vous dites. Cet après-midi, il y a donc y avoir des manifestations. Si jamais il y avait des dégâts, est-ce que c'est à la CGT de payer les pots cassés ? Alors, comme maintenant, je pense que les organisations syndicales qui mettent en place les manifestations ont une responsabilité morale et financière. Mais parallèlement à ça, le gouvernement a la responsabilité de l'aménagement de la paix dans nos rues. Et je ne veux pas mélanger ne veux pas mélanger les casseurs et la CGT. Là, c'est ce qu'il a fait avec cette manifestation. Nous avons pu voir dans la dernière manifestation que la CGT s'en prenait aux forces de l'ordre. C'est-à-dire que comme on ne sait plus qui est qui fait quoi, qu'il n'y a plus de chef nulle part, mais qu'on conteste tout, on a quelque part fabriqué dans ce pays, avec cette absence d'autorité, avec ce rejet des élites, on a fabriqué les ferments d'une espèce de guerre civile. Qui est le gouvernement ? Si on vous comprend bien ce matin ? De toute façon, c'est le gouvernement qui gouverne quand même. C'est eux qui sont les forces d'autorité. Donc ils seraient responsables si jamais il y avait des débordements, encore ? C'est le gouvernement qui, par ses allers-retours, ses non-décisions, ses prises de position qui sont mises en contradiction 2 heures après, qui a la responsabilité du bon déroulement des choses. Donc si ça se passe mal, il en est responsable. Sur le bon déroulement, on rappelle que ça se passera de Bastille à la Bastille, de la place de la Bastille à la place de la Bastille, et que tout a été aménagé. Tout a été aménagé. C'est un parcours qui est quand même beaucoup plus sécurisé, donc a priori, il ne devrait pas y avoir de débordement. Cela étant dit, pour qu'on comprenne bien ce que vous êtes en train de dire, s'il y a des casseurs qui agissent cet après-midi, ça sera plutôt de la faute de la CGT ou du gouvernement, une fois de plus, selon vous ? Les deux. C'est les deux. Nous avons bien vu dans les images que nous avons pu voir sur vos chaînes la dernière fois que vous avez des casseurs qui sont devenus des milices professionnelles, qui s'infiltrent chaque fois et qui viennent agir impunément et qui viennent
et qui frappent. Et à ces groupes-là s'ajoutent des groupes de la CGT qui ont leur camisole rouge et qui attaquent les forces de l'ordre. Ce qui veut dire que on peut tout faire dans ce pays, dans un pays en état d'urgence. Quand vous dites impunément, justement, c'est intéressant parce qu'un peu plus de 1700 arrestations depuis le mois de mars, depuis le début des manifestations, 95 condamnations pour des jets de projectiles contre les CRS et moins de 10 personnes condamnées à de la prison ferme. Est-ce que la justice, dans ce qui se passe aujourd'hui, selon vous, fait son travail? En tout cas, la police l'a fait, les forces de l'ordre le font, son travail. Dans la mesure où on peut voir les dégâts considérables qui ont été faits sur les hommes. Je ne parle pas du matériel. On a vu plusieurs fois les images de Necker. Enfin, quand on voit ce qui s'est passé aux urgences et qu'on voit les photos des urgences... Donc la police fait son travail, mais la justice, est-ce qu'elle fait son boulot derrière? Eh bien, manifestement non. Manifestement non. Vous venez donner les chiffres. Oui. Manifestement non. Et donc on se retrouve de nouveau dans un sentiment d'injustice dans un pays chaotique qui entraîne naturellement des réactions dangereuses à terme. Et quand je parle de ferment de guerre civile, je dis bien ferment de guerre civile. Quand vous voyez les patrons de bar ou leurs salariés qui veulent défendre contre les manifestants qui veulent tout leur casser, on se rend bien compte qu'on montre les Français les uns contre les autres. Et l'absence d'autorité, l'absence de force, l'absence de jugement fait en sorte que naturellement, vous avez chacun pour soi, on se défend. Alors vous tapez beaucoup tapé sur le gouvernement. Simplement, chez vous aussi, chez les Républicains, il y a quand même quelques divergences. Comment expliquez-vous que Nicolas Sarkozy soit contre l'interdiction de cette manifestation et que ses principaux lieutenants, très très proches, eux disent l'inverse? Je ne sais pas qui a dit l'inverse. Éric Woerth, Guillaume Larrivé, on peut en citer d'autres. Moi, je dis comme Nicolas Sarkozy, et je suis assez proche. Il y a quand même quelques divergences. Mais c'est quoi, c'est la faute à la campagne? C'est sûr que la campagne fait en sorte qu'il y a un débat en interne, donc vous ne pouvez pas nous reprocher d'avoir un débat en interne et en même temps de dire vous êtes tous sous l'ordre d'un chef. Donc après on va dire M. Sarkozy il est brutal, il est chef et en même temps on ne peut pas discuter. Donc il y a un moment où ce débat-là il est un peu contradictoire. La réalité c'est que notre formation politique elle fonctionne aujourd'hui, qu'elle est en ordre de marche pour les primaires et qu'elle se positionne de façon très claire derrière son président pour s'exprimer. Alors on passe à un dossier européen, le Brexit. Vous avez exercé les fonctions de secrétaire d'État aux Affaires étrangères aux côtés de Dominique de Villepin. Vous êtes député européen, je le rappelle. Plus de 46 millions d'électeurs votent aujourd'hui pour ou contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Si vous étiez anglais vous-même, vous voteriez quoi? Moi je vote pour tout de suite, pour rester dans l'Europe. Vous savez, moi j'étais tête de liste européenne dans la grande région Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce qui est mieux que PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes comme Christian Estrosi. Vous refusez qu'on prononce qui n'aime pas ce terme PACA. Vous savez que je suis avec lui. Hein. Ouais. Président délégué de la région. Voilà. Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Moi, j'ai toujours dit dans la campagne que j'étais pour l'Europe, mais que je n'étais pas pour cette Europe. La réalité, c'est qu'elle nous a amené la paix, elle nous a amené une force économique absolument incroyable, elle nous a amené une puissance, un développement sur le territoire continental tout à fait remarquable. Elle a un grand nombre de défauts parce que la classe politique dans sa globalité, tout pays confondu, chaque fois qu'ils font une bêtise dans leur propre pays, disent c'est la faute de l'Europe. On entend toute la journée Madame Le Pen qui nous explique que c'est 80% des lois françaises sont dues à l'Europe et c'est la faute de l'Europe, ça va pas. Non. La réalité, c'est que l'Europe, elle nous aide beaucoup. Et que quand on réalise ce qui se passe grâce à l'Europe, et qu'on ne regarde pas en permanence le côté négatif à lui taper toute la journée dessus. Mais est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'il serait temps qu'en France aussi, on puisse avoir un référendum, savoir si on doit rester ou sortir? Non. On a redonner la parole au peuple. Vous avez vu que les référendums, souvent, ils répondent à une question qui ne correspond pas à la question posée. Et le résultat n'est pas forcément respecté, on l'a vu déjà aussi. De plus. Oui. Donc, moi, je crois qu'on a besoin... Moi, je ferais un peu différemment. Je pense que si on gagne, on a intérêt à mettre un ministre à la mise en place de ces réglementations. Vous êtes candidat à ce poste-là? Non, je ne suis pas candidat à rien, moi. Je veux que mon pays avance. Et je vois bien qu'il perd en termes d'influence. La voix de la France dans cette campagne? En tout cas, vous savez, les Britanniques sont très indépendants. C'est les plus eurosceptiques de la totalité du continent européen. Et je pense qu'ils vont rester dans l'Europe. Et ça sera peut-être une belle victoire pour l'Europe, en fait. Parce que le peuple le plus eurosceptique qui valide le fait de rester dans l'Europe sera quelque chose de très positif. Par contre, pour la suite... Si jamais ils sortent, il se passe quoi demain? C'est ça qu'on a envie de savoir. Ils sortent.
Il se passe La quoi première demain chose, pour hier- l'ensemble de Hier, l'Europe? j'étais à Bruxelles. Nous avions une réunion de notre groupe. Tout groupe confondu, c'est vous voulez sortir ou sortez. Hein. Et c'est pas un aller-retour. Au revoir et merci. Et donc Définitif. c'est jamais définitif dans les politiques, mais en tout cas, c'est au moins 10 ans. Hein. Et pendant 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? On retrouve les passeports sur le commerce international. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du marché unique. C'est très compliqué pour eux. C'est pas bon pour nous. Mais nous, on est dans un système économique européen qui est dense, qui est fort, qui est stable, qui a un certain nombre de difficultés sociales, oui, mais qui est puissant. L'isolement sur ce continent serait une faute majeure. En tout cas, les bookmakers parient tous aujourd'hui pour le maintien. C'est le meilleur sondage. Vous Michael Zamès. parlez des législatives en ce moment. Votre parti délivre les investitures pour ces élections. Votre sentiment, Patrick Balkany a été investi une nouvelle fois. Il a été 3 fois mis en examen. Est-ce que c'est normal? 3 fois mis en examen, jamais condamné encore. Donc, Mis en présomption examen. d'innocence. Il y a une thèse chez nous qui est de dire tous les sortants sont réinvestis. Sauf ceux qui se positionnent en permanence contre notre formation C'est le cas de politique. Frédéric Lefebvre. Lui, C'est le ça, cas de Frédéric c'est- Lefebvre. Et nous, ça a par été exemple, gelé pour lui. bah oui, lui, il dit toute la journée qu'il voterait avec la gauche. Donc, il y a un moment, Donc sanctionné. il faut être cohérent. Sanctionné. Cohérent avec sa famille. Oui, puis Et il se présente à la primaire et il critique beaucoup Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Bon, après avoir son plus fidèle collaborateur, Ça qui n'aide lui-même pas. lui a mis en Ça tant n'aide pas. que député. Peut-être. Inconsistance, je dirais plutôt. Et sur Patrick Balkany, donc normal. Sur non, c'est tout le peuple français l'a condamné. Et donc, on est à contre-courant de l'opinion générale. Quand on met Maude Fontenoy, la navigatrice, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le Var, position de devenir députée, vous ne m'en parlez pas. Vous me parlez de Balkany, alors je vais vous dire Joker. Et Bruno Le Maire qui dit ça, c'est la vieille politique. Joker. Il ne siège pas à la Commission nationale d'investiture, lui? Question. Non, parce que ils sont tous candidats. Alors moi, j'ai un peu plus de distance par rapport à ça. Ils sont tous candidats, donc tout devient avec une interprétation politique négative. Ben moi, je suis un garçon positif. Et je pense que si on est positif, vous savez, on regarde la télévision toute la journée, vous regardez les chaînes d'information, la plupart du temps, les 10 premières minutes des infos, vous n'avez que des désastres. Vous êtes dépressif, c'est anxiogène. Eh bien moi, je ne suis pas dépressif et je ne suis pas anxiogène. J'essaie d'être objectif. Et vous Voilà. êtes sarkozyste, hein? Je suis sarkozyste, oui, tout à fait. Mais je suis un chiracien de base, moi. J'aime mon pays. Voilà. J'aime la vie politique et je pense que dans la vie politique, il n'y a pas que des crapules, que des voyous, que des gens qui sont malhonnêtes et qui sont désagréables. Et bien moi, je pense que la vie politique, elle est faite comme la vie en général et que vous avez des gens sympathiques qui sont positifs. J'aimerais en faire partie. Et Maude Christophe Fontenoy, Bordet. dans votre région, c'est un caillou dans la chaussure? De qui? Je sais pas. Au contraire, moi, je trouve que c'est très bien. C'est une femme, elle est connue, elle sort de la société civile, elle est vice-présidente de la région, elle fait un certain nombre de choses, tant mieux. Dites-moi, Nicolas Sarkozy, qui semble remonter là dans les sondages, il semble combler son retard sur Alain Juppé. Je vous ai prévenu, le boss est de retour, a tweeté le sénateur Pierre Charon hier. Est-ce que c'est votre sentiment, le boss est de retour là? Parce qu'il était parti d'ailleurs. On connaît bien la sagesse naturelle de monsieur le sénateur Charon. Ouais. Est-ce que c'est une bonne image de dire le boss d'abord? Monsieur Pierre, qui est naturellement provocateur. D'abord, c'est le boss, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on n'a pas le droit de dire que c'est le boss? Mais dans la vie politique, il faut faire attention à sa communication. Ouais. C'est le boss, c'est le patron, c'est le chef. Un chef est fait pour cheffer, comme on peut dire chez les Chiraciens. Mais il faut mettre un peu de douceur dans tout ça. Si vous aviez une Voilà. critique à lui faire, c'est là-dessus? À qui? À Nicolas Sarkozy, sur le côté un peu boss? Non, mais la critique que je peux faire, c'est le plus fort, c'est le meilleur, c'est le plus dynamique, c'est le plus compétent, mais c'est le plus... c'est celui qui manifeste le plus d'électricité autour de lui. Il y a une espèce de magnétisme qui se passe, comme les aimants, là, vous savez. Vous avez le côté positif ou le côté négatif. Donc il en attire autant qu'il en repousse. Mais si on pouvait un peu démagnétiser tout ça, ce serait bien. Ah, démagnétiser Nicolas Sarkozy. Michael Zamès. Un peu, Un petit peu de... parce que c'est sa force aussi, sa puissance. Un petit peu de bilan quand même de ce qui se passe dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Marion Maréchal Le Pen a dressé une sorte de bilan après 6 mois d'exercice de la présidence de Christian Estrosi. Elle livre sa vision communication et enfumage. Oui, et elle est toujours en je minaude et je suis absente. Donc c'est... Promesse non Comment ça, tenue. sans- Promesse Donc, non tenue. Elle est jamais là. Elle n'est pas là. Et puis elle s'exprime que devant la presse. Elle fait, vous vous rendez compte, monsieur Estrosi, menteur. Bon, c'est pas la Vous politique. pouvez le refaire parce que le réalisateur vous...
Voilà. Donc elle est éminemment sympathique, elle est jolie, mais elle ne sert à rien. Donc elle n'est pas là, elle a démissionné de la commission permanente. Quand nous avons voté le budget, elle ne s'est pas exprimée. La seule chose qu'elle sait faire, c'est elle est absente aux commissions. Mais elle dresse un bilan, promesse non tenue. Promesse non tenue sur les portiques de sécurité. Donc elle descend à la région, une fois par mois, juste pour la plénière. Elle ne participe pas aux commissions, et quand elle descend, elle fait une conférence de presse. Et comme elle ne connaît pas ces dossiers, ben forcément, elle dit un certain nombre de bêtises, mais de grosses bêtises. Et je vais vous donner un exemple très simple du comportement du Front National dans toutes les commissions. J'ai siégé dans tous les hémicycles, de droite comme de gauche, dans la majorité comme dans l'opposition. Eux, ils prennent une décision systématique, c'est refus de vote, absence de participation. La commission de travail, dans les commissions qui préparent la plénière, c'est le seul endroit où on peut discuter, on peut échanger, on peut participer. Et bien eux, systématiquement, ils ne décident jamais rien. Mais ils ne votent pas pour ni contre, ni s'abstiennent. Refus de participer. Et bien c'est ça le Front National. C'est Renaud Muselier, notre invité ce matin dans la matinale d'info, député européen. Vous êtes président de la région, délégué de la région PACA, bien sûr. C'est Christian Estrosi, le président. Vous en êtes pris à la présidente de l'OM, Margarita Louis-Dreyfus. Le club est en vente. Elle n'aurait rien fait, selon vous, pour accélérer cette vente. Est-ce que vous craignez des risques sociaux à Marseille, des tensions liées à cet amour de l'OM et à l'importance de ce sujet là-bas? C'est vous l'avez dit, vous l'avez répété, nous le savons, l'OM est un endroit qui est un endroit magique. Ce stade Vélodrome refait est un endroit où vous avez toutes les classes sociales qui y va, qui soutient son club. Le club porte les couleurs de la ville. On est fiers d'être Marseillais. Qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans une situation où l'entraînement recommence en juillet, où le championnat recommence en août, et on ne sait toujours pas à la DNCG comment on va rembourser l'argent qui manque. On a vendu les joueurs qui restaient, et on n'a pas de programme sportif pour la suite. Et elle dit elle-même que le premier qui vient, eh bien, il reprend le club, parce que de toute façon, c'est pas une question d'argent. Mais ok, mais ça fait déjà 1 mois et demi, ça. Donc, quel est le projet sportif? Quelle est la volonté sportive? Donc, je m'en prends à la présidente du club en disant, mais Madame Margarita Louis-Dreyfus, j'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'a fait votre mari, mais pour autant, maintenant, vendez le club et faites-le vite et bien. Merci. Renaud Muselier, député européen, président délégué de la région PACA, d'avoir été invité de cette Provence-Alpes-Côte d'Azur, je vous remercie. Alors merci à vous. On passe à l'analyse de l'actualité, mais aussi de vos propos avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, La Voix du Nord et la Gazette des Communes. Dans un instant. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille donc Guillaume Doyen. Bonjour Guillaume, vous êtes patron de la rédaction de la Gazette des Communes, et Hervé Favre de La Voix du Nord. Bonjour et merci Hervé d'être avec nous ce matin. On démarre par la loi travail, les contestations liées à cette loi, la manifestation interdite puis autorisée. On a parlé de cafouillage, de revirement. Est-ce qu'il y a une scission dans l'exécutif entre Manuel Valls et François Hollande? Je rappelle que Renaud Muselier, qui était notre invité ce matin, a demandé la démission du Premier ministre, Hervé Favre. C'est vrai qu'on peut objectivement se poser la question, parce que dans cette séquence, tout s'est finalement dénoué hier matin, après le Conseil des ministres. Bon, on était effectivement à 9h du matin sur l'interdiction prononcée par la préfecture de police, et puis tout d'un coup, à la sortie du Conseil des ministres, Bernard Cazeneuve reçoit les syndicats, trouve une solution, qui était dans l'air d'ailleurs depuis mardi, et tout se débloque comme par miracle. Donc on peut quand même voir la patte de François Hollande qui a bien vu qu'ils allaient dans une impasse avec cette interdiction qui n'aurait pas été respectée d'ailleurs, et qui a dû faire pression effectivement pour qu'on trouve cette solution un peu bancale, il faut bien le dire. Renaud Muselier, qui était notre invité ce matin, a dit également que le Premier ministre a été désavoué. Est-ce qu'il a été squeezé, Guillaume Doyen? Alors l'hypothèse est assez probable, mais surtout ce qu'on pourra retenir, c'est ce fiasco mais monumental, c'est ce feuilleton tragicomique qui se déroule tous les jours. Est-ce qu'il y aura oui ou non une manif statique, pas statique, autorisée, de la Bastille à la Bastille, je rappelle. De la Bastille à la Bastille. Oui, un trajet coûteux, très coûteux en plus. Oui. Parce qu'il a fallu aménager tout ça, y compris les bateaux, etc. Et alors à ce prix-là, il ne faudra pas qu'il y ait de casse, parce que quand on a autant restreint les possibilités de déplacement d'un cortège du plus gros syndicat de France, qui est la CGT, il faudra quand même que les choses soient tenues correctement. Quelles seront les ça traces? mobilise quand même, je crois, 2000 policiers et gendarmes, alors que le but du jeu, c'était effectivement d'alléger la pression sur des forces de l'ordre qui sont sur le qui-vive depuis des mois avec le terrorisme, plus les manifestations sociales. Alors, la question qui vient après, c'est comment cicatriser tout ça au sein de l'exécutif, Guillaume Doyen? Moi, je pense que d'ici la présidentielle, ça ne sera pas cicatrisé, ça restera la ligne de fracture, ça marquera une ligne de fracture qui durera
pendant au moins une bonne année, quoi. C'est après que les discussions reprendront pour que la gauche se recompose, se recomprenne et trouve un langage commun. À mon avis, c'est impossible de renouer des liens sereins d'ici là. Mais je crois quand même que François Hollande, dans cette affaire, a voulu éviter d'aller jusqu'au bout de la fracture, quoi, parce qu'interdire une manifestation pour un gouvernement de gauche, là, c'était peut-être effectivement le point de non-retour entre lui et son électorat potentiel pour 2017. Vous êtes éditorialiste à La Voix du Nord, vous êtes un habitué de cette matinale d'info. Que pense Martine Aubry de tout ça? On l'entend pas. Martine Aubry, non, pour l'instant, elle n'a pas encore pondu de tribune assassine sur ces questions-là, mais elle est en train d'activer dans la région ce qu'on pourrait appeler une fédération bis, même si elle s'en défend. Ça s'appelle Réussir 59, et donc, comme par hasard, ça se met en place en ce moment, et ça fait évidemment concurrence avec la fédération PS que les aubristes ont perdu l'année dernière. On passe, puisque derrière vous, on voit la une de La Voix du Nord, dehors ou dedans, au Brexit. Plus de 46 millions d'électeurs se prononcent aujourd'hui pour ou contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors les bookmakers, Guillaume Doyen, parient dans leur grande majorité pour le maintien du Royaume-Uni dans l'UE. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, ce qui m'intéresse vraiment au-delà du résultat qui va tomber, c'est ce que ça signifiera pour la totalité des pays européens et des forces politiques qui animent ces pays européens. Évidemment, en France, la question se posera aussitôt. Je pense que ça rassurerait énormément les partisans de l'Europe que les Anglais. Mais ça concerne aussi les Espagnols, ça concerne aussi les Italiens, ça concerne aussi les Allemands. C'est la totalité des grands pays européens qui ont l'œil sur ce scrutin du jour. Alors on a Hervé Favre sur notre plateau. Pour la région Nord, les Hauts-de-France, qu'est-ce que ça va signifier? Qu'est-ce que ça peut signifier si le Royaume-Uni quitte l'Europe? La vérité, c'est que on ne peut pas vraiment le mesurer parce que ça dépendra, si la Grande-Bretagne décide de sortir de l'Union, quel sera son statut? Est-ce qu'elle sera un pays associé comme la Norvège ou la Suisse, deux pays qui cotisent d'ailleurs à l'Union européenne? Est-ce qu'elle sera simplement un pays tiers avec une remise en cause des accords commerciaux? Oui, mais tout ça, on va dans l'inconnu. Mais ce que je voulais dire à ce propos-là, c'est que c'est plus qu'un référendum sur le maintien dans l'Union, c'est un référendum sur l'immigration finalement. On voit que ce thème-là a pesé considérablement dans le débat. Nigel Farage agite la menace des hordes d'étrangers déferlant sur la Grande-Bretagne. Et malheureusement, je pense que les Anglais vont se déterminer sur cette question encore plus que sur le maintien ou pas dans l'Europe. Alors, puisque je tiens Guillaume Doyen, qui est l'ancien patron des éditions régionales, locales du Parisien, je lui pose une question sur Patrick Balkany, le député maire de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, qui est à nouveau dans le viseur de la justice. La Chambre régionale des comptes s'intéresse à une société d'aménagement immobilier contrôlée par la ville. Il est investi tout de même par les Républicains. Oui, Renaud Muselier a dit 3 fois meilleur examen, pas condamné. Il a été condamné il y a plusieurs années déjà pour d'autres faits. Présumé innocent sur ces affaires-là. Bien sûr, absolument. Oui, mais je pense que le parti prend un risque important là-dessus. Je pense que ça discrédite encore la parole politique et franchement, ils auraient pu s'en abstenir. Hervé Favre, sur cette question-là. Ce que je voulais dire, c'est que l'affaire de la manifestation n'a pas fait que des dégâts au gouvernement. Bien sûr, on a vu ce couac énorme, mais il y en a eu un aussi du côté des Républicains, puisque Nicolas Sarkozy, vous l'avez rappelé, à Renaud Muselier, s'est prononcé contre l'interdiction de la manifestation, alors que depuis 2 jours, tous ces porte-parole et membres des Républicains réclamaient à corps et à cri l'interdiction de la manifestation pour les motifs de sécurité. Vous avez vu que Renaud Muselier pointait au fond en Nicolas Sarkozy. La seule critique qu'il fait, c'est que il est un peu le boss. Il a d'ailleurs employé cette expression et que c'était pas forcément une bonne image d'être le boss. Sur le reste, il était à fond pour Sarko, quoi. Un vrai sarkozyste, on avait ce matin sur le plateau. Oui, c'est le travers de Nicolas Sarkozy qui pointait. C'est moi et encore moi. Oui, on a bien compris ça. Un peu plus de collégialité. Hervé Favre. Et c'est vrai que sur la séquence d'aujourd'hui, avec les désordres dans la rue, ça peut effectivement refaire remonter la cote de Nicolas Sarkozy comme homme d'autorité par rapport à Alain Juppé qui veut apparaître plus mou sur toutes ces questions-là. Et on voit dans les sondages qu'effectivement, la cote de Nicolas Sarkozy est en train de remonter chez les sympathisants de droite et ça va peut-être commencer à inquiéter effectivement Alain Juppé qui pour l'instant flottait dans les stratosphères. On regarde la une de La Voix du Nord, votre journal, oui. Hervé Favre, bien sûr. Elle n'est pas très originale, mais voilà, c'est le jour, le D-Day pour les Anglais, avec un reportage sur place qui montre d'ailleurs le clivage entre les générations, avec les parents qui sont plus pour la sortie de l'Union et les jeunes qui, eux, voient quand même encore leur avenir avec le maintien dans l'Union européenne. Merci.
Merci. La Gazette des communes, des solutions pour maîtriser les coûts. Guillaume Doyen. Oui, un gros investissement pour les collectivités locales, les crèches, énorme demande de la population, mais ça coûte une fortune en fonctionnement. Et nous en parlons. Merci Guillaume Doyen de la Gazette des communes. Merci Hervé Favre de la Voix du Nord. On se retrouve évidemment lundi pour une nouvelle matinale d'infos. Les programmes continuent sur Public Sénat et Sud Radio. Et demain matin à 8h, c'est un best-of de la semaine qui vous attend. Merci à tous, bon week-end et bonne journée.